Et je vais donc maintenant introduire l'intervention de Flora Bastiani, à ma droite, qui est rattachée à l'équipe ERAFIS, qui enseigne à l'université de Toulouse Jean Jaurès et à l'Institut catholique de Toulouse. Donc je vais lui donner la parole pour un exposé dont le titre est « Égalité, équité et justice ». Flora, c'est à vous. Merci beaucoup Jean-Michel. Je commence par remercier beaucoup les organisateurs, non seulement de l'invitation, de l'accueil dans ces lieux, mais aussi de l'idée de ce colloque et de la demande du travail sur la philosophie analytique, parce que j'avoue que sans cette demande expresse, je n'aurais jamais lu quelque chose en philosophie analytique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc j'ai choisi de travailler sur John Rawls. Pourquoi choisir Rawls pour ouvrir le dialogue avec Lévinas? Parce qu'il apparaît qu'ils ont en commun une préoccupation fondamentale pour leur pensée, aussi différente soit-elle. Cette préoccupation se concentre sous le thème de la justice. La comparaison est même plus précise puisqu'elle concerne l'attente de justice politique. Autrement dit, il s'agit de la justice sociale, celle qui garantirait l'institution étatique, ou au moins celle qui inspirerait l'institution. Chez Emmanuel Lévinas, c'est une idée bien représentée dans les textes majeurs que l'éthique s'ouvre sur un appel à rendre justice à l'aveugle, à l'orphelin, à l'étranger. Donc, le commandement de prendre soin de l'altérité en autrui, sa différence, signifie que celle-ci prend différents visages, comme le souligne Lévinas lui-même dans l'entretien avec Franz Gulli, lorsqu'il cite l'évangile de Matthieu. Vous m'avez chassé, vous m'avez poursuivi, et quand a-t-on chassé, quand a-t-on poursuivi? Lorsque vous avez chassé le misérable. Il s'agit là de la justice inspirée en moi par la venue de l'autre, du différent. Cependant, il ne s'agit pas encore de justice institutionnelle. En effet, celle-ci n'intervient qu'une fois que cette inspiration personnelle par l'autre se trouve généralisée et systématisée. Lorsque le rendre justice à l'autre devient un rendre justice à tous, fondateur d'une pensée sociale. Il y a alors un passage de la justice éthique dans laquelle je suis personnellement chargée d'accomplir la justice en mon nom, au nom de l'autre, mais à partir de ma propre position personnelle, à une justice étatique dans laquelle chaque citoyen est censé être à la fois un élément du système et un bénéficiaire de ce système. Dans ce passage, nous savons que l'asymétrie et l'unicité sont dissoutes au profit d'une réversibilité des règles. Cette dissolution apparaît nécessaire à la construction sociale. Qu'en est-il chez Rawls? J'ai choisi de m'intéresser à la réflexion qu'il mène dans sa théorie de la justice. Il s'agit d'un texte bien connu dont je retiendrai la thèse implicite qui me semble traverser l'ouvrage, celle que l'injustice est générée par notre implication dans la société. L'effort produit pour penser la justice repose pour Rawls sur une abstraction dans laquelle la considération pour le groupe formant une société est distanciée par une posture théorique. Il y aurait donc un lien de rejet entre la liberté individuelle inscrite dans la singularité et la solidarité. Sur la base de la liberté individuelle prenant pour motif son profit à partir des données contingentes, un individu ne pourrait pas envisager la solidarité. Il lui faudrait donc mettre en suspens un instant cette situation concrète, naturelle et sa position sociale qui génère tel ou tel but, telle ou telle possibilité particulière, afin de penser la justice sociale pour elle-même. Pour elle-même, c'est-à-dire
pour la société elle-même. Donc, pas la justice pour un, mais la justice pour tous, pas les particularités, mais le système. Jusqu'ici, jusqu'à ce point, la description de l'articulation entre le particulier et le général semble coller avec ce que décrit Lévinas, pourrait sembler coller avec ce que décrit Lévinas. Rawls écrit, c'est les citations 2, pour ceux qui ont les citations en anglais, en VO. Pour nous, donc il écrit ceci. Pour nous, la question primaire de la justice est à la base de la structure de la société, ou plus exactement, la manière par laquelle les institutions sociales les plus importantes distribuent les droits et les devoirs fondamentaux et déterminent la division des avantages issus de la coopération sociale. Je ne cite pas le traducteur parce que j'ai traduit moi-même. C'est pas grand-chose. La justice est dès lors comprise par Rawls. À partir de ce moment-là, on peut comprendre que Rawls comprend la justice non seulement dans une perspective sociale, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rapports individuels directs, mais de comment ceux-ci sont réglés par une institution. Donc il ne s'agit pas d'une perspective sociale, mais en plus, ce qu'il appelle justice désigne en fait un système juridique. Pourquoi s'intéresser au système juridique? Parce que l'enjeu revient finalement à l'individu. C'est-à-dire que les avantages qu'il y a pour un individu à vivre dans une société et pas à vivre de manière solitaire oui, par lui-même, reposent sur la charte juridique. D'une certaine manière, on pourrait comprendre que ce qui permet à une société d'exister en tant que telle, ce sont les termes de cette charte, parce qu'elle seule confère une existence à ce qui n'existe pas par soi-même, c'est-à-dire une société. En effet, je n'ai pas accès à la société. Je ne la vois pas, je ne la perçois pas pour elle-même. Tout ce que je perçois, c'est une variété d'individus particuliers. Au mieux, je peux considérer qu'un aspect commun regroupe ces individus. Par exemple, quand il y a plusieurs enfants, je peux observer le trait commun être petit et le prendre pour critère du groupe enfant. Mais pour autant, je ne considère le groupe que par un procédé de réduction des particularités perceptibles. Donc le groupe est construit sur la base de mon procédé rationnel. Il faut dire que cet exemple, celui que je viens de donner, ne correspond pas du tout à ce que John Rawls désigne comme société. Une société n'est donc pas seulement un groupe, parce que le groupe, comme par exemple le groupe des enfants, n'a pas de système de loi qui les lie entre eux. Ils peuvent avoir des règles dans la cour de l'école, par exemple, mais alors le cadre de l'école est déjà posé comme institution de référence. Le statut des enseignants, le territoire, les horaires sont autant de règles qui fondent cette société parce que les rapports internes sont régulés et ces modalités de régulation sont propres à être transgressées. Pourtant, si on continue avec l'exemple de l'école, la régulation de cette petite société tend à bénéficier aux individus. De même que si on adhère à un club, c'est toujours dans une idée de partage de moyens. Si j'adhère à un club d'échecs, c'est parce que j'imagine y trouver les moyens de jouer plus souvent d'échecs, par exemple. Dans d'autres clubs, je peux être motivé par l'usage partagé de matériel. Dans tous les cas, et donc instaurer un circuit systématique en direction du bénéfice de l'individu. Sur cet aspect, on peut encore dire que dans les grandes lignes, on pourrait voir un parallèle entre Rawls et Lévinas. La société est construite par les individus particuliers avec l'enjeu de la fonder sur une justice où l'égalité des lois profite à tous de la même manière. Et ainsi, cette égalité profiterait à chacun. On peut retrouver chez Lévinas le retour au particulier depuis le système global
comme la responsabilité personnelle que je conserve quant à l'évaluation de la justice étatique. Je suis responsable en tant que citoyen, mais à titre personnel, de faire persévérer l'idéal de justice insufflé par l'éthique dans la construction du système juridique. Le fondement d'une société telle que le pense John Rawls ne tient pas à un état naturel, ni à une caractéristique commune à différents individus, mais à la charte qui les unit. Et cette charte est construite en même temps que la société est construite. Je cite à nouveau Rawls et sa théorie de la justice, c'est la citation 3. De même que chaque personne doit décider par une réflexion rationnelle ce qui constitue son bien et ainsi concevoir un système rationnel de but, de la même manière, un groupe de personnes doit décider une fois pour toutes ce qui est juste et injuste à ses yeux. Ici, la construction repose donc sur une évaluation collective du bien pour la collectivité. C'est-à-dire que la constitution du système qui régit le collectif naît en même temps que le collectif lui-même. Autrement dit, ce qui fait société semble être l'idéal social. Afin de permettre une nouvelle mise en perspective du système social, John Rawls propose de nous prêter à une expérience de pensée, celle de la fiction du voile d'ignorance, afin de penser la charte qui guidera la société. Je cite à nouveau Rawls, citation 4. Avant tout, personne ne connaît sa place dans la société, sa position de classe ou son statut social, pas plus que le sort qui lui est réservé dans la répartition des capacités et des dons naturels, son intelligence, sa force, etc. Ils ignorent aussi leur propre conception du bien ou leur tendance psychologique. Rawls note que cette proposition n'est pas originale, mais qu'elle est contenue implicitement dans d'autres études, notamment, selon lui, dans la conception de l'impératif catégorique de Kant. Les individus de ce groupe, le groupe qui se prête à l'expérience du voile d'ignorance, donc les individus de ce groupe sont considérés comme des égaux parce qu'ils sont ignorants des contraintes naturelles ou sociales. Et ils cherchent à composer des principes de vie collective. Ils sont libres de leur choix, selon Rawls, précisément car ils ignorent quelle place ils occuperont dans le système ainsi conçu. Dans cette expérience de pensée reposant sur l'ignorance du rôle des concepteurs des règles sociales, John Rawls considère que chaque individu tendra à la protection des plus faibles en vue de lui-même. En effet, il tendrait selon lui à se protéger lui-même dans l'éventualité où il ferait partie lui-même des plus faibles. Ici se trouve selon moi le cœur de la différence entre Lévinas et Rawls. Car ici, il s'agit de déduire de l'expérience de pensée du voile d'ignorance la charte qui serait recherchée par le groupe ainsi réuni, et selon Rawls, dans ces conditions, c'est la recherche de la modalité la plus égalitaire et la plus équitable qui deviendrait le guide du projet de charte sociale. Égalitaire, c'est-à-dire pareil pour tous, équitable, c'est-à-dire en faveur des plus faibles, ou comme le dit Rawls, à l'avantage, je le cite, à l'avantage des membres les plus défavorisés. En effet, l'absence d'implication dans une situation effective permettrait d'adopter une position de surplomb, une position extraite de tout enjeu personnel. La proposition d'expérience de pensée de Rawls signifierait-elle que l'abstraction des conditions d'existence soit la condition de la justice. C'est-à-dire que la justice ne pourrait être rendue que par des lois établies hors de toute condition. Un cadre posé exclusivement depuis la rationalité, sans inscription corporelle et sociale. La théorie dépasserait alors la condition comme effort d'abstraction de la condition. La théorie serait le secours du plus faible à la condition d'ignorer qui est le plus faible. Peut-on s'extraire des enjeux personnels et cette démarche peut-elle véritablement bénéficier à autrui? Mais surtout, pourquoi le faire?
C'est une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse, au moins dans la théorie de la justice de Rawls. Il affirme souvent qu'il s'agit de mettre en évidence des principes rationnels qui pourraient être placés au fondement de notre société. Cependant, à ma connaissance, il ne dit rien du pourquoi de cette démarche. Avec les principes d'égalité et de différence, on peut comprendre la justification de la recherche d'équité dans la justice comme une volonté de rendre justice au pouvoir théorique lui-même, c'est-à-dire que la théorie de la justice conduirait à penser que la théorie peut tout, tandis que les conditions contingentes seraient des empêchements. Ici, on pourrait opposer que les conditions contingentes sont peut-être ce qui peut justifier la démarche elle-même. C'est-à-dire que les conditions contingentes, qu'elles soient naturelles ou sociales, posent une iniquité et que ce sont elles qui obligent à penser un rectificatif théorique à ces iniquités. Pourquoi Rawls considère la justice comme une caractéristique fondamentale de l'institution sociale, alors que l'observation simple paraît peu concluante? Est-ce que la rationalité suffit à justifier son propre procédé de justification? Il est clair que Rawls, tout comme ses successeurs, je pense notamment dans le marxisme analytique, tend à protéger le plus faible, en sorte que ce soit le fonctionnement étatique, les règles imposées par le haut, donc, qui protègent le plus faible. Mais pourquoi protéger le plus faible? Pourquoi ne pas l'abandonner? Pourquoi ne pas simplement exclure les plus faibles? Est-ce que la rationalité conduit à la protection du plus faible, c'est-à-dire qu'elle conduirait à une moralité universelle? Quels seraient alors les critères de faiblesse? Ici, il y a une sorte d'ambiguïté chez Rawls. On ne sait pas bien s'il fait appel à l'expérience de pensée du voile d'ignorance afin de mettre au jour un idéal naturel, tout en soutenant que la justice est construite par les formulations des lois, auquel cas il pourrait finalement y avoir un fond anthropologique ou anthropocentré reposant sur une morale prérequise de manière implicite, ou bien Rawls fait appel à cette expérience comme à une époquée, c'est comme ça que j'ai imaginé une justification, comme à une époquée afin d'analyser ce qui a effectivement lieu dans l'autofondation d'un groupe social. Ceci dit, dans un cas comme dans l'autre, Rawls fait intervenir un idéal qui est à l'œuvre et dont on ne sait pas d'où il vient. Rawls appuie cette idée sur la supposition qu'une base commune est nécessaire pour faire communauté. Des valeurs morales, par exemple, permettent la réunion en société. C'est aussi une manière de penser que les valeurs morales qui font la base du fonctionnement institutionnel seraient infusées dans les citoyens. Pour que les citoyens respectent la charte, il faudrait qu'ils aient accès aux valeurs implicites qui la traversent. Si la charte repose sur la perspective morale d'aider les plus démunis, alors on suppose que chaque citoyen intègre cette perspective morale d'aider les plus démunis, à titre personnel, je veux dire. Une société juste serait donc constituée de citoyens qui adhèrent au principe de justice. Ainsi, la manière qu'a le particulier de revenir depuis la construction du système n'est pas à proprement parler celle de particuliers, mais celle d'individus prenant part au système. La situation de chacun serait ainsi partagée par tous. De plus, l'idéal de justice apparaît comme fondement du projet de charte lui-même, ce qui est cohérent par la suite avec l'idée de Rawls que la justice par contrat ne peut être établie qu'au sein de groupes portés par des valeurs communes. Par exemple, pour Rawls, un système de justice à grande échelle, donc un système de justice mondiale, par exemple, n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de communauté des valeurs mondiales. C'est une manière de dire que l'idéal fonde la communauté et qu'il y a un présupposé non interrogé par Rawls. A l'inverse, chez Lévinas, je vais quand même parler de Lévinas, ne vous inquiétez pas. Chez Lévinas, donc, les lois sont établies à partir de l'inspiration éthique. C'est-à-dire que c'est l'altérité d'autrui qui impose sa propre valeur et qui oblige à la justice.
selon une articulation que je rappelais tout à l'heure et qui peut être précisée, comme passage de l'inspiration éthique intime à une formalisation de l'éthique dans la généralisation, qui est une expression de l'éthique soumise à la même tension, je dirais, que le dire et le dire. C'est-à-dire que, tout comme le dire appelle au dit, l'éthique appelle à sa formalisation, et celle-ci ne suffit pas, car elle trahit son message tout en réalisant son commandement. Et puis il faut dire qu'à la différence de Rawls, on ne trouve pas chez Lévinas de morale évidente. Il y a certes une première morale reposant sur la possibilité de la jouissance au sein d'une perspective économique. Cependant, à la première lecture, je n'avais pas eu l'impression que ce soit sous cette description de première morale qu'on puisse comprendre la proposition de Rawls. Je reviendrai à ça dans un instant. Tout d'abord, j'apporterai cette nuance. Lorsque Rawls présuppose la communauté de la valeur morale comme visée volontaire, le lecteur ignore, lui, d'où Rawls tire une telle visée. En tout cas, la difficulté dans la comparaison avec Lévinas est de situer ce stade de recherche des règles sociales. Dans un premier temps, on pourrait simplement dire que ça ne marche pas, ça ne correspond pas. Il n'y a pas de point de comparaison parce que l'éthique repose sur le rapport intime que j'entretiens avec l'altérité. Cette altérité qui m'arrive par ce qui ressemble à des données contingentes, celles-mêmes que Rawls rejette, mais surtout parce que dans ce moment, dans le moment où l'éthique m'arrive chez Lévinas, je ne veux pas l'éthique, je ne veux pas la perturbation engendrée par l'éthique, je ne veux pas la responsabilité, je ne veux pas la culpabilité. L'autre, chez Lévinas, n'est pas un projet possible, mais il est ce qui dérange mon projet, ce qui l'empêche. Ce que décrit Rawls comme une bonne volonté n'est donc pas compatible avec ce qu'écrit Lévinas. On pourrait alors penser, puisque ça ne marche pas, on pourrait alors penser, comme je le suggérais au début de l'exposé, que c'est sur le moment du passage au politique que la comparaison pourrait tenir. Cependant, là encore, à nouveau, on se heurte à la question de la volonté. Chez Lévinas, le passage au politique est bien la suite du commandement de justice reçu de l'autre dans l'intimité. Donc s'il s'agit bien de ce passage, alors encore une fois, je ne souhaite pas le bien de l'autre, mais je le lui dois. Le décalage avec la pensée de Rawls repose donc bien sur le pourquoi. Pourquoi agir en vue du bien commun et pas agir en vue de mon bien personnel? Pourquoi vouloir l'équité? Pourquoi ne pas vouloir privilégier la domination et la jouissance? La différence la plus profonde donc repose probablement sur la question des critères et de ce rapport possible à la première morale. Qu'est-ce qui me permet de donner à autrui et à la mission de protection une quelconque valeur? Chez Rawls, la fiction du voile d'ignorance suppose que la valeur donnée à la condition sociale d'autrui proviendrait dans un niveau théorique de la comparaison. Avec cette importante supposition que je pourrais être moi-même à la place d'une personne dite faible. Alors je dois prendre toutes les précautions pour ne pas être amené à subir moi-même les iniquités. Donc chez Rawls, je peux penser qu'il faut des aides sociales parce que je pourrais, selon mon rôle dans la société, en devenir bénéficiaire. L'argument du « ça pourrait être vous » est largement repris dans les campagnes pour soulever des fonds pour les causes humanitaires. C'est quasiment le message fondamental de ces opérations de communication, quelle que soit la cause. Il y a eu un exemple récent de cela avec une photo diffusée par la Fondation l'Abbé Pierre d'un homme dormant dans sa voiture avec une légende en CDI et SDF. Quel est le ressort théorique de ce genre d'image, sinon de dire la proximité que nous avons nous-mêmes avec la précarité économique et sociale. Avec l'argument « ça pourrait être vous », le fondement moral est porté sur soi-même. C'est un argument convaincant,
opérant dans la communication et pas seulement pour les bonnes œuvres. Il me semble que la limite qui sépare définitivement les chemins de Lévinas et de Rawls est bien le point de retour à soi, le critère du même qui décrit chez Lévinas le moment économique. Si l'on repense à la situation décrite chez Blanchot et que Lévinas reprend à son compte, lorsque la voiture d'enfant arrive devant la porte cochère, pourquoi devrais-je me retirer pour la laisser passer devant moi? Ou bien si l'on pense à toutes les fois où nous attendons dans une file, en voiture ou à un comptoir quelconque, pourquoi attendre en file et pourquoi laisser passer qui que ce soit devant moi? Chez Rawls, pour moi-même, je veux le meilleur, la priorité et même le bonheur. Avec la proposition de Rawls, mon amour de moi-même est limité par l'incertitude des particularités. Je veux la justice pour moi. Et si je ne sais pas qui sera ce moi et qu'il pourrait être n'importe qui, alors je veux la justice pour tous. C'est donc l'amour de moi-même et l'aspiration à la justice pour moi-même qui sont généralisés à tous. Et si j'attends dans une file, ce serait par adhésion au principe que la règle est bonne pour moi parce qu'elle est bonne pour tous. Donc je me dirais que lorsque je laisse passer cette femme enceinte, que je laisse passer cette personne handicapée, c'est parce qu'elle pourrait être moi, parce qu'un jour cela pourrait me profiter si je me trouvais dans leur situation. Pourrait-on être d'accord avec l'idée que l'homme qui recule devant la voiture d'enfant pour laisser passer l'enfant et sa voiture donc par la porte cochère dans la folie du jour de Blanchot, peut-on être d'accord avec l'idée qu'il le fait en vue du bénéfice éventuel que ça lui apporterait, que ça pourrait lui apporter ou bien apporter à son propre enfant dans de pareilles circonstances? Même si on ne peut pas ignorer que ce mode d'analyse est très convaincant, il est aussi limité par ses propres prémices, qui résident dans l'abstraction des données contingentes. Cette abstraction des données contingentes est une abstraction de la position particulière que j'occupe dans le monde. Dans la mise en œuvre de ces règles d'équité, il y a peu de chances que la conduite des citoyens soit à chaque instant inspirée par l'idéal moral transformé au niveau social en idéal de justice. Si la justice n'a pas un fondement sensé, pas plus que l'injustice. La limite serait donc l'application concrète du sens que le système décrit par Rawls ne semble pas suffire à s'approprier. Cette question reste: pourquoi j'agis ainsi et pas autrement? Dans un autre cas, dans le cas où mon voisin possède quelque chose que je veux et qu'il me refuse de me le donner, pourquoi je ne le tuerai pas? La réponse de Rawls pourrait être que la loi interdit de tuer parce que mon intégrité physique est dépendante de celle des autres et que si je brise le tabou du meurtre, tous pourraient tuer impunément. Et je pourrais donc être, à terme, la cause de mon propre meurtre. En revanche, Lévinas répond que si je ne le tue pas, si je ne tue pas mon voisin, c'est parce que son hétérogénéité me l'interdit. Peut-être que cet interdit ne permet pas de savoir ce que je dois faire pour être juste dans la société. Peut-être qu'il ne permet pas d'épuiser son inspiration dans les lois, mais peut-être aussi que cet interdit permet en effet qu'il y ait moins de meurtres. Le geste de pensée commun à Rawls et à Lévinas, même s'il n'y a pas chez Lévinas de mise en scène de la pensée dans une expérience, remonte vers un idéal fondateur. L'équité, intervenant comme la rectification particulière des règles égalitaires générales, intervient chez Rawls en tant que principe de différence. Et d'une certaine façon, chez Lévinas, en tant que responsabilité à veiller sur l'idéal de justice en faisant appel à ma responsabilité personnelle devant le devoir éthique. Mais chez Rawls, le système établi ne repose pas sur la responsabilité, mais sur la protection de soi-même. Le système juridique
prend pour critère l'inquiétude égocentrée du législateur. Dans son expérience de pensée, si le rapport particulier est mis en suspens, la visée d'autoconservation ou de profit ne l'est pas. Ce qu'on pourrait simplement appeler chez Lévinas la visée économique. C'est-à-dire que tout en enlevant les critères liés à l'inscription corporelle et sociale, Rawls conserve le critère de être un moi. Sans quoi il me semble qu'il a raison, puisqu'après tout, si je parle, je le fais en tant que moi. Mais ce moi est-il encore un sujet s'il n'a d'inscription nulle part? C'est-à-dire s'il n'a pas d'horizon de monde, justement. Et ce moi est-il libre d'établir les lois s'il ne connaît pas de contraintes? Si l'aspiration à la justice peut réunir les démarches si différentes de Lévinas et de Rawls, le lecteur se trouve rapidement confronté au constat qu'il ne s'agit pas de la même justice. En effet, alors que l'un aspire à ce que justice lui soit rendue, l'autre tend à rendre justice à l'enseignement de l'hétérogène. Et paradoxalement, le moi qui tend à la justice pour lui est celui qui s'ignore lui-même, tandis que celui qui cherche à rendre justice à l'autre en se laissant habiter par la cause de l'autre éprouve sa particularité, ses limites autant que ses moyens. Ceci conduit à penser que chez Rawls et Lévinas, non seulement la justice en question n'est finalement pas la même, mais que le statut de citoyen, et en général le statut de sujet, est aussi clairement distinct. Je vous remercie. Bien, il nous reste un peu de temps pour la discussion, vu que l'exposé n'a pris que 32 minutes. C'est ce que j'avais. Yves. Merci beaucoup. C'est toujours aussi beau et en même temps que bien organisé. Et je voudrais te poser la question, qu'est-ce que tu penses du rapport entre le début et la fin de Totalité Infinie? On démarre sur la guerre et on termine sur le fait que la paix, ça doit être ma paix. C'est-à-dire que pour qu'il y ait paix, il faut que ça parte de moi. Que c'est moi qui prenne l'initiative de la paix. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas là une incidence, enfin une incidence plutôt d'Emmanuel Lévinas vers une préoccupation sociale globale plutôt que simplement la préoccupation d'autrui. Je ne sais pas vraiment à quel passage tu fais référence et j'ai du mal à... C'est tout à fait dans la conclusion de Totalité Infinie. Oui. Bon, je ne sais pas. En tout cas, c'est probablement... Enfin, moi, je suppose, mais sans savoir à quel moment on se réfère précisément, parce que moi, je ne suis pas en train de relire Totalité Infinie, contrairement à Georgie. Je suppose que je suis d'accord avec l'idée que ça a trait à quelque chose de social, c'est-à-dire pas social au sens de Lévinas, effectivement, mais social au sens de la vie en société avec le tiers. Mais je ne sais pas si, du coup, toi, ce que tu pensais, c'est l'articulation entre l'état économique, non Ce que je veux dire, c'est que dans tout le corps de Totalité Infinie se passe au niveau du rapport individuel avec autrui, dans une relation à deux pratiquement, mais au début, il parle de la guerre comme phénomène global, disons, et puis à la fin, on revient, et puis il parle de la paix des empires, qui est l'équilibre des forces, et tout à fait à la fin, il évoque de nouveau la possibilité d'une autre sorte de paix qui est une paix qui part de
l'initiative de paix que prend l'individu. Faudrait que je... Voilà, exactement. Enfin, c'est ça que ça m'a évoqué quand tu as fait l'articulation entre Rawls et Lévinas. Ouais. Il me semble qu'il y a là peut-être un sous-produit de la relation sociale que propose Lévinas dans la société au sens de Rawls. D'autres questions? Corinne. Oui, merci Flora pour cet exposé. Moi, c'est une question vraiment innocente et naïve. Jusqu'où tu serais prête à soutenir que pour Lévinas, il y a une question du pourquoi? Ce que tu as dit, c'est sur le pourquoi que Rawls et Lévinas diffèrent. C'est-à-dire pourquoi chez Rawls favoriser le plus démuni, et j'imagine pourquoi chez Lévinas me sentir responsable de l'autre et répondre à lui et de lui. Mais est-ce que la question pourquoi n'est pas déjà faire verser Lévinas dans ce qui n'est pas Lévinas? Oui, alors je voudrais maintenant que c'est dit de cette manière, oui, je suis d'accord, dans la mesure où si on se pose la question chez Lévinas, la question est mise en suspens par le commandement, donc elle n'a plus de sens. Mais au moins il y a une origine du sensé, alors que chez Rawls ça n'a pas. Si on se pose la question du pourquoi, la question du pourquoi ne trouve pas de but sur rien en fait. C'est ça, c'était juste. Peut-être je ne l'ai pas dit exactement comme je l'ai fallu. Je suis humain. Merci. Michel Olivier. Merci. Je voudrais d'abord te remercier et te rendre hommage. En particulier, j'ai rebondi sur ce que tu disais au tout début. Tu disais que tu avais lu Rawls quasiment à la demande de ce... Alors, je trouve que ça incarne parfaitement l'idée lévinassienne. Tu t'es lancé dans cette maison qui était la nôtre, donc je voulais te rendre hommage pour ça. Je trouvais vraiment super. Sur ce, je ne connais pas assez bien Rawls pour réagir techniquement à ce que tu dis. Je voudrais peut-être avancer une idée un peu risquée parce que maladroite, parce que je ne suis pas assez compétent dans ce domaine-là. Je voulais te demander de réagir à cette idée. J'ai eu le sentiment en t'écoutant que finalement tu reprochais à Rawls ce qu'on a à plusieurs reprises au cours de ce colloque reproché à certains analytiques, c'est-à-dire l'absence de fondement dès qu'il s'agit de penser l'éthique ou la justice. Il y a une différence ultime, une espèce de valeur ajoutée indépassable chez Lévinas, qui est de penser la justice ou l'éthique directement comme élément premier, comme fondement, donc comme omniprésent, comme indépassable. Et ça, cette valeur ajoutée-là, elle est absente chez les analytiques parce qu'il y a toujours une démarche quasi axiomatique, c'est-à-dire qu'on part d'un thème premier qui n'est pas un fondement de justice, qui vient d'un ailleurs, et à partir duquel on essaie de construire une certaine idée partielle de justice. Et j'aurais envie de défendre la légitimité de cette démarche analytique en essayant de la comprendre comme un extraordinaire travail de traduction. C'est-à-dire que finalement, les penseurs analytiques, ils pensent dans un univers qui est de part en part cognitif, c'est-à-dire que la pensée, elle est fondée sur « j'observe et j'infère pour savoir ». C'est l'univers de pensée, c'est la légitimité ultime de la pensée. Et finalement, dans le geste premier de Rawls, cette espèce de voile d'ignorance, est-ce qu'il n'y a pas un incroyable effort de traduction de ce puissant fond que va chercher Lévinas dans une fondation éthique de l'éthique, pour essayer de le ramener comme ça par coup de force dans une espèce de geste axiomatique vers quelque chose qui du coup est compréhensible dans un univers de pensée qui est cognitif, qui est descriptif de part en part, et qui est un point de départ qui s'assume comme non fondationnel, mais comme si fondationnel, parce qu'il y a ce geste de fondation nécessaire à l'origine pour demeurer dans le cognitif et dans l'inférentiel. Et moi j'avais envie quelque part de rendre hommage à cette démarche-là, qui est un travail de traduction, qui apporte énormément de valeur, même si on en sait les faiblesses quand on a lu les Lévinas.
Merci. Juste, je dirais que je généralise pas du tout la critique, les critiques que j'adressais à Rawls, parce que j'ai pas lu, comme je le disais en préambule, d'autres auteurs qui travaillent sur les expériences de pensée, donc je ne sais pas vraiment. Là, c'est vraiment mes observations à la lecture de Rawls dont il s'agit. Et par ailleurs, à t'entendre, je me demandais si alors vraiment on pourrait éventuellement prendre ce type d'expérience de pensée comme évoqué. Oui, c'est une approche. Je me demande. Merci. Bon, comme il nous reste 5 minutes de temps de discussion autorisé, je vais me permettre de poser une question à Flora. Ce qui m'a... Ah yes, sorry. Does it mean that I have to speak in English? No, I think not. Seulement on doit m'entendre. Donc, oui, je voulais juste poser une question à Flora. J'ai bien compris ta ligne de questionnement et de comparaison en même temps de Rawls et de Lévinas, et je serais prêt d'ailleurs même à te suivre sur tes conclusions, tout en ayant le sentiment que, en réduisant Rawls à la logique du même, il y a une violence qui lui est faite. Franchement, je garde ce sentiment. Mais justement, pour donner écho à ce sentiment, est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité de comprendre le principe de différence comme l'aveu que nous avons à répondre du pauvre? Oui, voilà, c'est ça. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Rawls, implicitement, partage la contrainte sur la justice par l'éthique radicale de Lévinas, pour cette raison, simplement? Oui, ça aurait été une autre manière de le dire. Pour être plus gentil, c'est ça l'idée. Semble-t-il pas été gentil en ça, je suis désolée. Oui, ça aurait pu être une autre lecture, mais disons qu'il laisse... il donne pas la possibilité... Enfin, on peut faire que des suppositions, que des hypothèses sur le fondement de sa démarche. Voilà, donc j'en ai fait une, qui n'est pas forcément toujours partagée. Ok, là maintenant il nous resterait 2 minutes, mais comme on est en retard, je pense que tout le monde sera d'accord pour qu'on passe à l'exposé suivant en remerciant Flora une fois de plus.